Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi spéciale Génération Z, ce soir avec Nicolas Leroy qui est avec nous, directeur des ressources humaines de Fiducial, entre autres. Ça Bonsoir va Cécile, ça va? Bon, Super. très bien. Allez, les jeunes en entreprise, un fossé générationnel, on va peut-être en parler dans un instant pendant 1 heure. Plusieurs études publiées récemment ont montré que selon les personnes interrogées, les recruteurs pouvaient parfois hésiter à recruter des profils de moins de 27 ans. Manque de concentration, manque d'engagement, une exigence de responsabilité sans expérience. On fait beaucoup de reproches aux jeunes. Et pourtant, voilà, si vous, en tout cas, vous avez l'impression d'entendre cette petite musique, c'est sûrement parce qu'il y a une génération qui en critiquait une autre et puis qu'une autre génération en critiquait aussi une autre. On va en parler avec nos invités qui sont avec nous. François Pinte est avec nous, secrétaire général d'Actuel Group et président de l'Observatoire de l'intérim et de l'insertion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean Pralon qui est avec nous, chercheur en sciences de gestion EM Normandie. Bonsoir. Et Mélanie Payou, experte en psychologie cognitive et responsable de l'innovation au sein de l'entreprise Performance. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi, spéciale Génération Z. Les vraies voix Sud Radio. Et comme je le disais, les générations se succèdent aujourd'hui. Face à nous, la génération Z. Comment ne pas tomber dans les stéréotypes et sommes-nous assez indulgents et assez compréhensifs? On va en parler avec vous. On va commencer, Jean Pralon, vous êtes chercheur en sciences de gestion à l'EM Normandie. Cette génération, alors aujourd'hui, hier on parlait de génération, on était entre 20 et 25 ans. Ensuite, c'était des générations, c'était à peu près 5 ans. Là, on a l'impression que c'est d'années, c'est des communautés. C'est-à-dire que moi, je suis de 2021, de 2022. Comment on explique ça déjà? Alors d'abord, il n'y a pas de règle. On peut décider qu'une génération, c'est tous les 10, tous les 15, tous les 25 ans. Les démographes nous disent que c'est l'échéance pour qu'une nouvelle génération apparaisse, donc pour que les gens aient des enfants. Donc c'est 25 ans. En fait, ce que ça nous dit bien, c'est que c'est parfaitement arbitraire. C'est qu'on peut décider que nous, là, ici, on est la nouvelle génération B, par exemple. Peu importe, c'est arbitraire. En réalité, une génération, ça c'est important, ce sont des gens qui n'ont en commun que l'âge. Ils n'ont en commun que l'âge. Donc c'est une coupe dans la population. Oui. Ce sont des gens qui n'ont en commun que l'âge et tout le reste peut les distinguer. D'accord. Mais elle peut durer combien de temps Alors si on est un démographe, on dit 25 ans, parce que c'est le temps qu'il faut pour que des gens aient des enfants, pour que les générations se reproduisent. Mais on peut décider que c'est 10 ou 15 ans si on veut. Alors, je vais voir avec vous, François Pinte, est-ce que les générations se ressemblent? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Ou est-ce qu'on entend toujours, oui, c'était mieux avant, nous, on travaillait plus, nous, on était comme ci, comme ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas un éternel recommencement? Oui, je pense que je suis d'accord avec vous. Il y a à chaque fois la génération suivante a tendance à critiquer celle qui arrive. La réalité, c'est que bon, il y a évidemment un contexte social qui évolue. Je dirais notre civilisation évolue de génération en génération. Pour autant, lorsqu'on voit la nouvelle génération qui est au travail aujourd'hui et par rapport à des clichés qu'on peut avoir par rapport à son rapport à l'emploi, on voit qu'au fond, elle est simplement exigeante, comme peut-être l'étaient différemment les générations précédentes. Aujourd'hui, des exigences, effectivement, on le ressent. Il y a une liberté par rapport à l'emploi. Je pense que un des phénomènes qui a peut-être été créé avec le Covid, il y a aujourd'hui chez les jeunes beaucoup plus, je pense, que la génération précédente, le souhait d'être indépendant dans son parcours professionnel. Ça, c'est quelque chose que l'on ressent parce que du coup, ils sont beaucoup plus exigeants. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils veulent, c'est finalement que leur encadrement, leur manager, parce qu'on va revenir sur cette notion de manager qui pour moi est très importante, il soit à la hauteur de ces attentes. Donc on voit qu'il y a évidemment le sens qui est donné au travail aujourd'hui, qui est très important sur cette génération. Ils ont besoin qu'on leur donne du sens, ils ont besoin qu'on les emmène, qu'on les embarque vers un projet d'entreprise. Et donc tous les employeurs qui pensent qu'effectivement des nouveaux collaborateurs peuvent arriver comme ça et de ne pas les accompagner, en font les frais. Et on voit ensuite que parce qu'il n'y a pas ce niveau attendu, il y a des démissions effectivement qui arrivent. Alors Mélanie Payou, ce qui n'était pas notre cas à l'époque, c'est que la société est en mutation perpétuelle et très rapide. C'était plutôt très statique. On n'est pas si vieux que ça, mais c'était très cool. Là, on a l'impression que ça avance très vite. Oui, alors peut-être pour rebondir sur les propos de François,
Je dirais que les jeunes aujourd'hui ont une relation à l'emploi qui est liée à un besoin de sens, mais aussi de cadre. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle, nous, en psycho-organisationnel, un contrat transactionnel. C'est-à-dire que, au final, ils veulent s'engager dans la limite de ce qui est écrit dans leur contrat, donc il faut des choses claires. Et donc, finalement, là où on se rejoint, c'est que si il y a un décalage avec la réalité quand ils rentrent dans l'entreprise, ça génère des frustrations et des éventuels départs. Alors justement, ce que je constate moi, en entreprise, c'est qu'il y a un fort décalage aujourd'hui entre le message qui est véhiculé sur le premier job, les attentes des jeunes qui sont particulières. Alors c'est véhiculé par les réseaux sociaux, les écoles de commerce aussi, les universités au sens large vous disent votre premier job ça va être ci, ça va être ça. Et finalement, il y a un fort décalage quand on arrive en entreprise entre ce qu'on vous a représenté et la réalité. Est-ce que finalement c'est pas ce décalage qui crée l'espèce de, pas désenchantement, mais en tout cas le désengagement et la prise de distance des jeunes par rapport aux entreprises? Alors c'est compliqué de comprendre ce que c'est qu'une entreprise quand on a 23 ans. Donc là il y a un vrai sujet effectivement. Mais c'est pas un sujet générationnel, c'est un sujet lié à d'autres sujets. Quand on a des parents cadres, c'est pas très compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Quand on vient de milieux plus populaires, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc là il y a deux sujets. Il y a comment on fait pour que les entreprises fassent la part de chemin qui leur revient pour attirer des jeunes ou des nouveaux collaborateurs en étant explicites sur ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on les socialise dans cet environnement-là? Comment on leur explique les codes? Et puis le deuxième sujet, c'est comment aussi, quand on est un jeune, on se pose quelques bonnes questions pour savoir là où on veut aller pour ne pas être déçu. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à tous ces stéréotypes, ce que je disais tout à l'heure, de génération en génération? C'est-à-dire que quand on est jeune, qu'on soit, inexpérimenté, mais on n'est pas plus mou que les autres. Il y a toute une liste où on se dit, vous êtes comme ça, mais on l'était aussi, soyons clairs. Tout à fait. Ouais. Et ça, il faut réussir à l'assumer, même si aujourd'hui, avec le regard et l'expérience qu'on a, ça nous agace, mais ça a agacé nos pères aussi. Tout à fait. Je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est assez mnésique, c'est-à-dire que les générations que nous sommes, si je ne me trompe pas, je pense qu'on est à peu près tous... Moi, j'ai 22 ans, donc moi, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... moi, j'ai 23. Voilà, c'est ça. Et il y a un phénomène mnésique qui fait qu'on a tendance peut-être à oublier qui l'on était à la vingtaine. Et donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais on a vécu les mêmes choses dans une certaine mesure quand on est entré sur le marché du travail, quoi. Mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise finalement d'apprendre ça, ou c'est le rôle de l'enceinte familiale? À qui revient ce droit, entre guillemets? Alors c'est peut-être un devoir de l'entreprise d'apprendre ses propres codes, sa culture, ses valeurs, ses pratiques, ça c'est normal. Et puis aussi après il y a des questions d'éducation pour amener les uns vers les autres. Quand même je remarque qu'on commence à parler génération et on parle des jeunes. Donc c'est pas le même sujet. Quand on commence à parler génération, on en vient très vite à parler des jeunes comme si c'était la seule génération qui posait problème. On pourrait parler des vieux, on pourrait parler des quinquas, etc. Vous voyez que quand on parle des générations, on en arrive à parler de se poser des questions sur la jeunesse. C'est en théorie pas le même sujet et au fond c'est là qu'on arrive. Oui, mais c'est pas parce que pour nous, j'ai envie de dire, le truc est bouclé. Oui, donc quelque part, bon, on va en parler dans quelques instants. Allez, vous bougez pas. On va revenir si c'est le rôle de l'entreprise justement d'aller un petit peu plus profondément comment on peut les accueillir, parce que c'est vrai qu'elles se démènent, les entreprises, avec ces pénuries. Plus personne veut travailler dans certaines entreprises et il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h avec les vraies voix de l'emploi, avec Nicolas Leroy pour m'accompagner. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. L'emploi sur des jeunes, pas de génération. Vous avez vu, j'ai pas dit voilà, des jeunes. François Pinte est avec nous, secrétaire général d'Actuel Group et président de l'Observatoire de l'intérim et de l'insertion. Jean Pralon qui est avec nous, un chercheur en sciences de gestion à l'EM Normandie, et Mélanie Pailloux, experte en psychologie cognitive et responsable de l'innovation au sein de l'entreprise Performance SE. Ça, c'est une grande carte de visite. Et on va revenir sur le rôle finalement des entreprises. François Pinte, il y a des études qui sont faites en fait entre cette relation des salariés, jeunes ou plus âgés en tout cas, et les entreprises. Qu'est-ce qu'elles disent finalement? Je cherchais le mot, mais c'est pas grave. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Ces études, voilà, c'est quand même pas compliqué quand même. Les études, ou tout simplement la vie de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre qu'il faut savoir accueillir un jeune. Chez Actuel, par exemple, la semaine dernière, on a accueilli 130 apprentis. C'est-à-dire qu'on fait l'effort, dès le début, d'essayer d'intégrer des jeunes à la vie de l'entreprise, à un projet de parcours. On fait témoigner
des apprentis qui ont fait un parcours chez nous et qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité pour montrer qu'il peut y avoir toute une carrière, toute une progression dans l'entreprise pour accéder à des postes de plus en plus intéressants. Moi, j'ai envie de dire que la responsabilité de l'entreprise, elle est énorme. De toute façon, on se plaint toujours de ne pas avoir les bons profils, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de jeunes qui n'attendent que cette rencontre qui est essentielle entre finalement un projet, une envie de donner du sens. Donc, il faut en face des managers qui soient formés au management, parce que souvent, on a beaucoup de managers qui ne savent pas manager. Donc, il y a un vrai défi. Chez Actual, on a décidé de former cette année, alors qu'on est en pleine convergence, on a des personnes qui viennent de réseaux différents et donc qui n'avaient pas la même culture managériale. On a décidé de former nos 700 managers à une même culture, pour les acculturer tous à des principes managériaux qui vont permettre, c'est notre pari sur l'avenir, qui vont permettre de mieux accompagner, de mieux encadrer, de donner des réponses à ces jeunes dans leur propre parcours pour justement les fidéliser, parce qu'au fond, derrière tout ça, il y a la fidélisation. On sait qu'on a un turnover subi dans beaucoup de sociétés qui est trop important. Donc le défi, il est chez les entreprises et chez les employeurs qui doivent le relever en étant, en déployant une marque employeur, en donnant du sens, en ayant une politique RSE qui soit pas simplement un affichage, mais qui soit incarné par les principaux managers de l'entreprise, pour que chacun puisse s'y retrouver et se dire finalement heureux dans l'entreprise. Il faut créer aussi ce climat. Quand on regarde les études montrent que les jeunes, ils cherchent aussi un climat, ils cherchent un équilibre vie familiale et vie professionnelle. Ils sont plus dans le tout travail qu'ont pu, là, si on peut parler de génération. Mais l'exigence, elle est énorme. Pardon encore de parler de génération, mais celle d'avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ce déploiement pour attirer les candidats. Aujourd'hui, c'est entre la RSE, le management, voilà, c'était pas ça avant. Et justement, est-ce que c'est pas les problèmes de recrutement qui ont fait que les entreprises sont lancées dans une espèce de course à l'échalote pour justement vendre des jobs qui quitte à les fantasmer et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être il y a une déception. Il faut que la promesse n'apporte pas une déception et qu'elle soit au rendez-vous, effectivement. Donc on peut pas afficher des valeurs, on peut pas afficher des principes managériaux si derrière on les applique pas. Donc il y a une obligation. Est-ce que c'était moins appliqué dans le passé? Bon, je sais pas, oui. je pense pas. Aujourd'hui, on le met peut-être plus en avant parce qu'on pense qu'effectivement, il faut convaincre. Je pense que la nouvelle génération est plus exigeante. Est-ce que c'est un défaut d'être plus exigeant aujourd'hui? Je pense qu'ils se sentent plus libres et je pense qu'ils ont une façon de voir la vie qui est un peu différente. Nous le Graal, c'était le CDI. Aujourd'hui, c'est plus. Aujourd'hui, toutes les études montrent que la flexibilité, ça peut avoir beaucoup de valeur pour la nouvelle génération et donc ils peuvent aller, c'est eux qui peuvent être maîtres de leur destin professionnel, alors qu'autrefois, quand on avait un CDI, on était le plus sage possible, on espérait que ça allait durer le plus longtemps possible. Mais je rebondis sur ce que vous dites. C'est quoi, pour ceux qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise, c'est quoi un bon et un mauvais manager en fait? Ça, c'est une grande question. Oui, mais c'est quoi? Ce sujet. Je vais répondre à la question d'avant. C'est plus facile pour moi. Comment est-ce qu'on engage des jeunes dans l'entreprise? Effectivement, beaucoup d'entreprises ont fait des efforts de réactivité en développant des stratégies de marque employeur. Enfin, c'est ce mot qui a été beaucoup utilisé. Je crois qu'en face, il y a des gens qui sont très différents. Il y a des jeunes qui sont déjà très adaptés au monde de l'entreprise. Alors, école de commerce, il y a des filières, et puis des familles qui préparent à ça. Et puis, il y a des gens qui ont un background, disons, beaucoup moins proche du monde de l'entreprise. Et qui sont beaucoup moins confiants. C'est ça la différence avec les époques qu'on a pu connaître il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, on pouvait imaginer que les gens avaient une forme de confiance en l'avenir qui se déclinait dans une confiance dans l'entreprise. Donc ils entraient par une petite porte et puis ils se disaient que ça allait fonctionner. Aujourd'hui, on est face à une partie de la population qui est très peu confiante en l'avenir. Pour plein de raisons qu'on peut développer. Et donc pour cette raison-là, les promesses qu'on leur fait n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Et cette défiance, cette crainte, et ce ressentiment potentiel, il faut savoir le transformer en engagement. Et toutes les entreprises ne le voient pas comme ça. Mais est-ce que les écoles de commerce tiennent, par exemple, pour vous, un discours de vérité sur ce qu'ils vont trouver à la sortie d'école? Est-ce que finalement la compétition qu'il y a dans les entreprises, mais aussi dans les écoles, ne vous encourage pas justement à en tout cas améliorer la réalité, les carrières qui vont déboucher en sortant d'autres écoles? Alors le monde de l'entreprise, le monde de l'école français est très particulier puisqu'on est très peu d'écoles pour beaucoup d'étudiants du supérieur, donc les entreprises viennent beaucoup taper à nos portes pour recruter nos étudiants, donc on n'a pas vraiment à leur enjoliver le monde de l'entreprise, on a même presque à tirer le sens inverse. Donc les entreprises viennent beaucoup voir nos étudiants, elles tentent de les séduire, donc ça fonctionne dans ce sens-là plutôt, ce serait un peu différent dans d'autres profils.
Ouais. Ce côté d'aller chercher, alors c'est rigolo parce que plus ça va, plus ils sont jeunes, ils vont même dans des écoles très très jeunes pour aller expliquer des métiers, parce qu'il y a aussi de dire que plein de nouveaux métiers arrivent, qu'on ne les connaît pas forcément, parce qu'aujourd'hui il y a une pluralité d'expertises qui arrivent, même il y en a même si beaucoup sont transversales, et c'est aussi le rôle de l'entreprise, de l'école, finalement de montrer d'abord l'entreprise, mais aussi les expertises qui sont attendues. Qui fait ça? C'est le rôle de qui, ça? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Ça, je sais pas. En tout cas, si je pouvais recentrer sur les jeunes, il y a vraiment une question qui nous a intéressés, c'est aujourd'hui, est-ce que les jeunes, ils ont envie d'avoir des responsabilités? Est-ce qu'ils ont envie d'être managers? Est-ce qu'ils ont une vision claire du management? Et en fait, on s'est intéressé à ce sujet parce que selon l'opinion, ils ont absolument plus envie d'avoir ce type de responsabilité, d'avoir ce rôle dans l'entreprise. Et au final, sur 2700 personnes, dont dont un échantillon de jeunes, eh bien en fait 58% des jeunes Français ont envie, sont attirés par un rôle managérial. Et ça, ça nous a fait plaisir d'abord, parce que ça veut dire que ça évolue. Voilà, ça évolue. Ils ont une carte à jouer. Et puis le résultat vraiment hyper intéressant, c'est que cette envie d'avoir un rôle managérial décline avec l'âge. Et notamment à partir de la quarantaine. C'est quoi? C'est la pression? C'est quoi? Comment on l'explique? Peut-être l'expérience. Oui, l'expérience. Oui. Est-ce que justement ils ne sont pas impatients d'avoir ce rôle un peu, enfin, ce qu'on dit en entreprise, c'est que c'est un peu trop vite. Souvent, vous avez des gens, des jeunes qui vont dire j'ai fait le tour du poste. Alors là aussi, on a posé une question assez simple. C'est la question de la vision du rôle du manager, c'est-à-dire voilà, comment vous représentez le manager, et au final, il y a une vision commune, quel que soit l'âge. Il se représente le manager de la même manière, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour soutenir l'activité d'un point de vue relationnel, d'un point de vue opérationnel, et cette vision, elle est partagée, quel que soit l'âge des répondants. Et justement sur l'intérim, ce qui est intéressant avec vous, François Pinte, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on a envie de travailler par parcimonie, c'est-à-dire un petit peu, on se repose et on travaille un peu différemment? Vous parliez tout à l'heure de dire que les CDI, ça c'était avant, mais comment ils travaillent? Est-ce qu'ils ont envie juste de rester sur la longueur avec une entreprise ou de picorer à droite ou à gauche? Il n'y a pas de micro pour Voilà, c'est bon. On a fait une enquête sur l'Observatoire de l'intérim et du recrutement qui était très intéressante sur les jeunes, sur les moins de 26 ans, et qui disait, en fait, on trouvait deux catégories. On trouvait les jeunes qui étaient en études et donc qui venaient chercher dans l'intérim des postes immédiatement disponibles. C'était la façon la plus facile de gagner de l'argent pour financer ses études. Donc là, on apporte évidemment une utilité sur cette génération. Et puis la deuxième partie, c'était une première expérience professionnelle, souvent sur des publics effectivement très peu qualifiés et des publics qui est touchés souvent à la précarité. Et donc là, on a cette population-là, elle attend un accompagnement, elle attend un accompagnement particulier sur finalement de bien comprendre son besoin, de bien comprendre son projet, de l'accompagner sur son projet, de les former. On organise évidemment beaucoup de formations dans l'accompagnement de ces publics parce que eux, ils subissent l'intérim. Donc eux, ils sont des candidats qui n'attendent que une direction vers l'emploi durable. Et donc notre vocation, en tout cas c'est comme ça qu'on le porte chez Actual, c'est de bien comprendre qu'il faut construire le projet avec eux et les emmener vers l'emploi durable. Pour ceux qui ne subissent pas, on dit généralement dans l'intérim qu'il y a 20% qui choisissent aujourd'hui le contrat pour la flexibilité, et de fait c'est aujourd'hui un des contrats les plus sécurisés au niveau social. Quand on parle à côté de l'ubérisation, si on compare, évidemment aujourd'hui l'intérim retrouve des lettres de noblesse, parce que ne serait-ce que sur la rémunération, c'est le SMIC plus 20%, parce qu'il y a la précarité et les congés payés. Donc et effectivement, certains, parce qu'ils ont des bonnes qualifications, jouent sur la permittence, sur la possibilité de faire une mission qui recharge leurs droits et qui joue sur la solidarité nationale. Et effectivement, il y a sans doute à redire sur ces pratiques. Mais je pense que ce qui attire les jeunes aujourd'hui dans l'intérim, ceux qu'ils choisissent, c'est cette liberté finalement d'avoir un contrat sécurisé sur lequel ils cotisent pour leur retraite, ils ont une mutuelle, ils ont un certain nombre de droits sociaux, mais ils restent leur patron, et s'ils décident que l'expérience est une expérience qui n'apporte pas au fond à la fin les attendus, ils peuvent changer, ils peuvent demander à changer d'entreprise, et voilà, c'est toute cette souplesse, cette flexibilité qu'apportent aussi nos réseaux.
Allez, on en parle dans quelques instants. On va revenir sur ces différentes initiatives qui sont mises en place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que finalement, ça recrée du lien entre ces entreprises et ces jeunes salariés ou pas? Dans un instant, on en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi sur les jeunes et l'entreprise. François Pinte est avec nous, secrétaire général d'Actuel Group et président de l'Observatoire de l'intérim et de l'insertion. Jean Pralon qui est avec nous, chercheur en sciences de gestion à l'EM Normandie, et Mélanie Pailloux, experte en psychologie cognitive et responsable de l'innovation au sein de l'entreprise Performance Ce. Il y a énormément de choses qui ont été déployées pour attirer en tout cas des jeunesses, l'insertion. Il y a tout un tas de choses qui se déploie avec vous, Jean Pralon. Vous sentez que lorsque ces étudiants sortent de chez vous, finalement, ils ont tout un tas d'outils pour s'immerger dans les entreprises, des associations, qu'elles viennent des salariés eux-mêmes ou des entreprises. On sent quand même il y a une vraie dynamique sur l'emploi aujourd'hui. Alors nos étudiants, c'est très particulier, parce qu'ils ont un niveau de qualification qui les rend très attractifs. Donc c'est une toute petite partie de la population active. Donc ceux-là, disons, il peut rien leur arriver. Le vrai sujet, c'est plutôt les autres. Ceux qui sont moins confiants envers l'avenir, qui ont moins d'employabilité, qui ont moins de compétences et qui ont moins la marque d'une grande école sur leur CV. Et pour eux, il y a des besoins d'accompagnement. Il y a une part du chemin à faire pour les amener vers un emploi. Et après, quand ils y sont, pour les amener à comprendre les codes et les règles du jeu de cet emploi-là. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que on choisit votre école parce que l'employabilité est importante, ou est-ce que c'est un goût de l'expertise? Alors nous, on forme des généralistes. Oui. Une école de commerce, ça forme des généralistes dans des métiers classiques, les ressources humaines, la finance, le marketing, etc. On forme des généralistes qu'on spécialise très très peu, un tout petit peu à la fin. Donc on forme des généralistes qui sont là plutôt pour la marque de l'école, le prestige de l'école, son rang de classement, et puis ce que l'école symbolise beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'on leur apprend parfois. Et quelles sont les spécialités, les métiers vers lesquels se prédestinent vos étudiants en priorité? Est-ce que c'est la finance, plutôt un autre... Alors on n'a pas de ministre, je crois pas. Ou en tout cas pas encore, ça pourrait venir. C'est pas. Ils vont beaucoup en marketing, ils vont beaucoup en finance, ils vont beaucoup en supply chain parce qu'on a une antenne au Havre et que le Havre c'est la logistique. Et puis ils vont aussi en RH évidemment. Ouais. Mélanie Pailloux, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de cette jeunesse qui veut de la responsabilité. Est-ce qu'on a les domaines? Est-ce que finalement il y a une appétence pour des secteurs d'activité plus différents qu'hier? Alors, on s'est intéressé à aller regarder ce qui les motive, surtout quand ils arrivent comme ça dans le monde professionnel. Et en fait, les jeunes, principalement les 20-30, ont une appétence particulière pour aller vers de la diversité dans les tâches à accomplir. D'accord. Déjà, ça c'est un premier point qu'il faut que les entreprises prennent en considération, vraiment. Et puis également, ils cherchent vraiment à acquérir des compétences nouvelles. Donc ça, le développement des compétences est très important aussi à prendre en considération du côté des entreprises. Ça veut dire quoi? En reformation interne? À se développer, tout simplement, pour être plus capé, si je peux parler ainsi. Et voilà, donc ça c'est vraiment les deux caractéristiques motivationnelles des jeunes des 20-30 ans aujourd'hui qu'on a constaté à travers l'étude qu'on a menée. François Pinte, on peut pas aujourd'hui imaginer une carrière sans être reformé systématiquement, parce qu'aujourd'hui il y a toute une partie de la population qui a fait le même métier toute sa vie, et c'est compliqué aujourd'hui de repartir en formation après un certain âge. Et cette formation continue, elle est nécessaire au sein d'une entreprise? Elle est indispensable, et c'est là où l'entreprise doit jouer son rôle, parce qu'en fait on parlait du sens tout à l'heure, mais il faut toujours que le projet soit intéressant pour le collaborateur, pour qu'il vive bien sa vie dans l'entreprise. Parce qu'un collaborateur qui s'ennuie, c'est déjà un collaborateur qui est moins performant, qui est peut-être sur le départ. Plus malade. Bien sûr. Donc encore une fois, vous posiez la question et on n'y a pas répondu. C'est quoi un bon manager tout à l'heure? Parce qu'on revient toujours au fait que si on a un bon manager... Merci de l'avoir remarqué, vous n'aviez pas répondu. Merci beaucoup. Et donc j'ai préparé, en attendant, je réfléchissais et j'ai pensé à ma
réponse. C'est une vraie question. C'est une vraie question, en fait. Et donc, je vais vous dévoiler ce que nous, on met en avant chez Actual. Et finalement, au travers de ces formations managériales, qu'est-ce qu'on a mis ? On a 4 principes managériaux que l'on souhaite faire véhiculer au sein de l'entreprise, et évidemment pour que chacun les incarne. Et s'il les incarne, ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont bien encadrés. Donc, on a tout ce qui touche à la confiance, parce que le principe managérial de confiance est indispensable. La confiance, ça s'acquiert, ça se développe, c'est comme l'amour, hein, il faut des preuves de confiance petit à petit. Il y a tout ce qui touche à l'authenticité. On est très attaché à ça, c'est-à-dire qu'il faut que le dialogue entre un manager et son collaborateur puisse être sincère. Je vais vous donner un exemple. Nous, chaque année, quand on fait passer les bilans d'évaluation chaque année, les entretiens individuels, on demande à chaque personne, mais qu'est-ce que tu as à dire sur moi dans mon management, et il faut qu'il parle en authenticité, parce que c'est toujours cadeau. C'est dur, ça. C'est dur, mais en fait, si c'est fait avec bienveillance et si on met à l'aise le collaborateur, ça se passe très bien, et c'est du gagnant-gagnant, parce que le manager peut aussi progresser au travers de ce qui est dit. On a l'exigence, évidemment. Le manager doit être exigeant et il doit être exemplaire. C'est-à-dire qu'il doit l'incarner. Dans sa. On a décidé aussi d'afficher ces 4 principes managériaux dans tous nos bureaux. D'accord. Pour que le collaborateur puisse de temps en temps rappeler son manager, je suis pas sûr que ce que tu viens de me dire, c'est tout à fait conforme à ce principe managérial. C'est dur. Non, c'est pas dur, c'est simplement. Là, mais non, c'est pas une relation simplifiée. Justement, ça se réapprend peut-être. On détend justement cette possibilité de parler, et il n'y a pas de tabou à partir du moment où c'est dit avec humour, avec bienveillance, voilà. Évidemment, si c'est une critique, si on est dans le conflit, évidemment, il n'y a pas de sortie. Mais je pense qu'au contraire, si on arrive à donner ce climat dans une entreprise, c'est ce qu'on essaye de faire, je peux vous dire que ça se passe très bien, et que les relations, ça les détend, et ça permet de progresser aussi bien pour le collaborateur. Et le collaborateur, du coup, a une relation franche avec son... Et c'est ce qu'attendent aussi, je pense, la jeunesse, parce que si on est encore dans un rapport autoritaire, manager et collaborateur, ça ne les intéresse pas. Et quand on parle, il y a aussi tout ce qui touche à la santé mentale, c'est un sujet qui revient un peu à la mode, mais ça fait partie des thématiques qui font sortir des collaborateurs parfois, parce qu'ils ne sont pas bien, ils sont en stress, ils ne sont pas en sincérité, et ils quittent l'entreprise. Donc voilà, le rôle de manager, c'est un rôle très exigeant, et il faut l'accompagner, il faut accompagner ces managers, il faut les faire monter qualitativement, et les résultats ensuite sont là. Ouais. Jean Pralon, est-ce que, pardon, vas-y. Je voulais revenir sur on parlait du rôle du manager. Aujourd'hui, est-ce que la réussite passe par le rôle du manager ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ils veulent évoluer de façon transversale, ils veulent bien gagner leur vie, mais est-ce que finalement, la réussite, c'est d'évoluer dans la structure d'un point de vue vertical ? C'est bien le problème. Être manager, c'est 2 choses au fond. Hein. C'est une fonction, avec donc encadrer des gens, mais c'est aussi un statut. Et dans les entreprises, en général, on récompense l'évolution, la fidélité, la performance en accordant ce statut. C'est une forme de récompense. D'ailleurs, si on veut être augmenté, en général, on devient chef. Sauf que beaucoup de jeunes n'ont ni la compétence, ni l'appétence pour être manager, pour avoir les fonctions de manager. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise qui veut garder ses collaborateurs et qui pour autant n'a pas pensé à d'autres façons de les garder et de les augmenter que de leur apporter des galons de management. Pendant très longtemps, on a fait ça. Beaucoup de mauvais managers venaient du fait qu'on avait récompensé les mais là, il y a moins d'inspiration. Je trouve, moi, je constate que c'est plus du tout un aboutissement. Avant, on voulait être chef, c'est moins le cas. Je trouve que c'est une bonne chose. Si on se dit que ça redevient une fonction comme n'importe quelle autre, qu'il y a des compétences que certains ont, que d'autres n'ont pas, des talents que les uns ont, que les autres n'ont pas, au fond, ça redevient une fonction comme une autre, qu'on doit évaluer, pour laquelle on doit évaluer des candidats sur la base de leurs compétences et pas sur la base du statut qui la rendrait désirable. Et ces jeunes-là qui veulent des responsabilités, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire chez eux ? Parce qu'avoir des responsabilités, ça veut tout et rien dire, en fait. C'est très vaste. Ça veut dire qu'ils veulent rentrer dans ce costume à un moment donné de manager, ou de dire on a des responsabilités de tâches, c'est-à-dire que voilà, j'ai un écosystème et je dois le gérer moi-même. C'est quel type de responsabilité ? Est-ce que c'est clair ? Non, c'est pas clair justement. Je pense que ça mériterait des approfondissements plus poussés, parce que c'est une vraie question à parce se poser. C'est à double tranchant. Cette responsabilité, c'est un poids quelque part. Tout à fait. Il y a des équipes derrière, il y a des activités qui sont à gérer,
Et il faut avoir toutes les compétences pour gérer ça. Mais après, c'est là où l'entreprise a son rôle à jouer dans le développement des compétences managériales et la détection aussi des jeunes qui ont ces compétences-là pour les amener là où il faut. Est-ce que c'est genré? Est-ce que finalement cette prise de décision... Très bonne question, ça. Enfin, j'en ai une. Je l'ai pas dit. On se pose toujours la question, en fait. Alors, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à travers l'étude qu'on a menée. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que les 20-30 ans avaient une appétence pour devenir manager. Et en fait, on a constaté qu'il y a une différence homme-femme dans cette appétence. Il y a 69% des hommes qui ont une appétence pour devenir manager, et cette appétence chute à 40% pour les femmes. Ah oui. Voilà. Donc là, on est clairement, si on fait une interprétation, dans la robustesse du stéréotype d'une femme qui ne peut pas avoir un rôle de leadership, etc. Ce qui va être un problème, puisque maintenant les comités de direction devront être autant féminins que masculins. Donc finalement, il va falloir mettre des choses en place pour susciter les vocations. Tout à fait. Donc on est encore dans l'aspect je n'ose pas. On est d'accord? C'est ça à peu près? Tout à fait. Oui, tout à fait. Je ne m'engage pas. Eh ben, on va voir comment ça se passe à l'étranger. Peut-être que les Européens sont, en tout cas autour de nous, sont meilleurs que nous, ont des meilleures idées. On va faire un tour d'horizon. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi avec Nicolas Leroy qui m'accompagne, qui s'occupe de l'emploi. De l'emploi. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il en fallait bien, c'est vous. François Pinte est avec nous, secrétaire général d'Actuel Group et président de l'Observatoire de l'intérim et de l'insertion. Mélanie Pailloux, experte en psychologie cognitive et responsable de l'innovation au sein de l'entreprise Performance. Et Jean Pralon qui est avec nous, chercheur en sciences de gestion à l'EM Normandie. La question était de regarder aussi un petit peu autour de nous comment ça se passe, mais Jean Pralon, très intelligemment, nous dit, bah oui, on ne parle que du secteur privé. Quid du secteur public? Et c'est une vraie question. Alors, le public... La parole est à la défense. Alors, je ne représente pas le public, je serais ravi de le faire, mais je n'ai pas de sujet par rapport à ça. D'abord, ce secteur public, il est composé à peu près pour un quart de gens qui sont des contractuels. Oui. Donc on a une sphère un peu entre les deux, entre des fonctionnaires tels qu'on les imagine, et puis des gens du pur privé tels qu'on les imagine aussi. Et on s'est demandé en effet, qu'est-ce que c'était que ces candidats-là, qu'est-ce qui les attirait dans cette frange un peu particulière. On s'est rendu compte, on aurait pu penser que ça pourrait être le service public, que ça aurait pu être l'imaginaire de la sécurité aussi. Alors le service public plutôt comme une vertu, comme une valeur positive, la sécurité comme peut-être un truc un peu moins valorisable. Bon. On s'est rendu compte d'abord que ce qui les intéressait, c'était avant tout les missions et la relation de proximité, et beaucoup moins les valeurs de service public. Ce qui signifie au fond que pour une grande partie, le secteur public est devenu un secteur privé un peu comme un autre, ou un employeur comme un autre. Et que l'attractivité traditionnelle du public a un peu disparu au profit de l'intérêt pour des missions, pour une relation de proximité, et pour bref, des relations qui sont beaucoup plus éphémères aussi. D'accord. Et cette relation, vous la côtoyez aussi, cette relation privée-publique. Ça veut dire que tout ce qui pouvait être imaginé avec le secteur public de sécurité, pour le coup, dans le bon sens, de dire on va être encadré, on va être promu, on va faire des métiers qui nous intéressent, dans des valeurs intéressantes, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, ou j'en passe. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, ou moins ? C'est vrai que c'est intéressant pour Actuel Group, qui est partenaire de beaucoup d'acteurs publics, que ce soit de la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État, de comprendre ces difficultés. Parce que comme on travaille avec eux, il faut qu'on comprenne ce qui ne va pas aujourd'hui dans les postes qui sont aujourd'hui à pourvoir. On voit qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui d'embauche, et que finalement aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence finalement des entreprises privées qui font ce travail sur la marque employeur, qui font tous les efforts dont on a parlé tout à l'heure. Et quand on regarde, quand on étudie, et c'est ce que montre l'enquête aussi, c'est qu'aujourd'hui dans le public il n'y a que 15%
des acteurs publics qui travaillent sur leur marque employeur. Et puis il y a eu aussi une dilution, c'est-à-dire que maintenant vous avez énormément d'organismes qui sont les satellites des collectivités locales et finalement personne ne connaît vraiment ces satellites, même le citoyen a du mal à s'y retrouver. Donc en fait, quelle attraction on peut avoir si effectivement finalement le service public, le sens du service dont on espérait que ça pouvait être effectivement un moteur pour aller vers ces emplois, si la stabilité n'est plus non plus un critère, finalement on en revient au sens, on en revient à toutes ces valeurs dont on parlait tout à l'heure et qui sont celles que le privé utilise pour attirer des talents. Donc ils sont en vraie concurrence et donc il y a une vraie difficulté d'emploi aujourd'hui. Est-ce que le public doit se réinventer justement, puisque ces atouts n'en sont plus pour notamment les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'ils mettent en place finalement pour essayer d'attirer? Évidemment, ils vont retrouver les règles des entreprises privées, les mêmes règles. Il n'y a pas aujourd'hui, ils doivent aujourd'hui attirer des personnes qui ne sont pas forcément attirées par la stabilité. On parlait de flexibilité tout à l'heure. Si la stabilité n'est plus un critère parce que les jeunes ne voient plus leur avenir professionnel de la même manière qu'avant, il faut changer ces critères. Il faut apporter d'autres atouts. Et donc, c'est aux collectivités, c'est aux services de l'État de présenter qu'est-ce qui peut aujourd'hui porter des projets. Il y a quand même du sens à porter du service public. Aujourd'hui, quand on voit que même les écoles, on a du mal à recruter pour être professeur des écoles, etc., alors que c'est des métiers formidables. Alors, bien sûr, il y a toute la partie il y a toute la partie financière des salaires. Mais concrètement, pourquoi rien n'est fait sur le salaire, sur les évolutions qui sont hyper lentes? Tout est très balisé dans le public. Les choses sont faites, mais en fait, ça ne suffit pas parce qu'en fait, au-delà du critère salarial qui est un des critères attendus, il y a aussi de nouveau ce critère de sens que l'on retrouve sur cette génération qui attend aussi des collectivités locales ou des acteurs publics de faire rêver, d'apporter une promesse d'un métier qui va les enchanter et d'un encadrement qui va leur permettre d'évoluer. Jean Pralon, finalement, si je fais entre les entreprises privées et publiques, c'est l'agilité qui est importante. Alors vous avez vu le paradoxe, la durabilité n'est plus un critère pour les gens qui veulent bosser dans le public, alors que le privé se bat pour garder ses collaborateurs. C'est quand même un truc qui s'inverse, qui est assez étonnant. Dans l'étude dont parlait François, on a montré que la moitié des gens qui sont des candidats à un poste dans le public s'y trouvent déjà. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'en vrai, c'est une sorte de vase clos qui ne sait pas trouver des candidats à l'extérieur. Donc là, il y a un sujet qui serait de faire comprendre à des gens qui sont ceux qui nous écoutent ou n'importe qui qu'il y a des postes intéressants pour eux dans le public et qu'il y a une porte à franchir qu'ils ne connaissent pas encore. Mélanie Pailloux, un dernier mot avec vous. Comment ça se passe chez nos voisins ? Chez nos voisins, sur la représentation qu'ont les jeunes sur ce rôle de manager, on a interrogé 6 pays, on a interrogé l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France et l'Espagne. Et au final, on a tous une représentation commune. Ouais. Et on est assez peut-être la Belgique européen. Sort un peu peut-être du lot. Exactement. Ouais. Les Belges ont une... Voilà, les Belges sortent du lot. La donnée est fraîche, donc je ne pourrais pas expliciter plus. Mais on est en cours d'analyse. Mais effectivement, les jeunes Belges auraient un attrait un peu moins marqué pour ce rôle de manager. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous, Mélanie Pailloux, experte en psychologie cognitive et responsable de l'innovation au sein de l'entreprise Performance. Merci François Pinte, secrétaire général d'Actuel Group et président de l'Observatoire de l'intérim et de l'insertion. Et merci beaucoup Jean Pralon, chercheur en sciences et de gestion à l'EM Normandie. Je vous incite à aller voir sur leur site respectif. Et dans un instant, Philippe David sera avec nous puisque le ballon rond. Les vraies voix du foot, mais Cécile. Oui, monsieur, mais oui, bien sûr. Et on va commencer par 2 modules pour faire le bilan de l'équipe de France en Ligue des Nations. Alors finalement, on finit premier. Peut-être un peu à la Jean-Claude Duss sur un malentendu, mais un malentendu où on gagne 3-1 à San Siro, on prend toujours ce plaisir. On va donc faire une demi-heure de décryptage, bilan de la Ligue des Nations, les perspectives, tirage au sort vendredi, et puis évidemment, on pense un peu à la Coupe du Monde 2026. Troisième sujet, pour 505,1 millions d'euros, t'as plus rien. Ça vous dit ce que c'est, 505 millions d'euros? C'est la dette de l'Olympique lyonnais. Et on va se poser la question avec le But Football Club, est-ce qu'on risque pas, après les Girondins de Bordeaux, d'avoir un autre club historique pour lequel ça se terminerait très mal? Et enfin, on finira parce que demain soir, il y a Lyon AS Roma, mais en féminine, en Ligue des Champions. Et on va parler de la médiatisation de la Ligue des Champions féminine. Alors, vous voulez réagir?
Que vous soyez fan de l'OL, des Girondins de Bordeaux, de qui vous voulez, vous nous appelez au 0826 300 300. Et j'adore votre duo d'attaque là quand même. Hein. Avec Nicolas Leroy, vous avez un côté Papin Cantona ou Henri Trezeguet, Goulit Van Basten, je sais pas, ça fait rêver. Allez, on va lui donner une petite camomille. On vous retrouve en tout cas demain à partir de 17h avec Philippe David et on sera ravis de vous accueillir. Merci à notre équipe, merci bien entendu Maxime, Aude, Félix, Justine et Majid et on se retrouve demain à 17h. Salut, passez une belle soirée.